il paraît que ce sont les French Days qui arrivent. Je rappelle que si vous n'aviez pas besoin d'acheter un truc avant les French Days, vous n'avez pas besoin de l'acheter pendant les French Days. Cette opération qui, quand même, permet de vendre des produits étrangers. Je voulais juste le dire comme ça en passant. Un nouvel épisode des Technos avec deux chroniqueurs que voici que Walou en direct de Suisse. Nous avons Thierry. Salut Thierry. Salut Marc. De l'autre côté, en direct de Belgique, nous avons Seb. Salut Seb. Salut. Dis-le. Et au milieu, en direct de Belgique. De capitale de l'Europe. La capitale. Ouais, bah enfin, c'est surtout la capitale de la Flandre pour l'instant. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu voulais épisode 445. Bon, Seb, toi qui es numérologue. Ouais. Je sais pas ça. Bruxelles, maintenant on ne peut plus sortir de Bruxelles. Hein. Surtout, on ne peut plus. Voilà, on est prisonnier, c'est un mur virtuel. Voilà. On passera les détails. Alors, allez, regardez sur Internet, vous tapez simplement Carrefour Léonard et vous aurez tout compris. Bref, allons-y. Oula. Oui, c'est un bordel. Alors, 445, si tu veux que je fasse de la numérologie, le numéro 4 est un signe de sagesse et de réussite. Et le numéro 5 est un signe de grand changement, une tournure dans ta vie. Non, mais si tu veux quelque chose de peu plus sérieux, le 445... scientifique. Alors, c'est encore un nombre déficient. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est un nombre déficient. J'ai l'impression que je le fais à chaque numéro. Retournez voir nos anciens numéros. À un moment, vous allez tomber. Certains diront c'est vous trois, les déficients, mais bon. Par contre, et celui-là, je suis sûr qu'on l'a pas encore fait. C'est un nombre, et là, ça va plaire à Thierry, c'est un nombre semi-premier. Semi-premier. Ah, j'étais pas loin. C'est pas un nombre premier, évidemment. C'est pas un nombre premier, ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce que il est le produit de deux nombres premiers. Ah oui ? Le produit de deux nombres premiers est un nombre semi. Ah la vache. Ah. Je connaissais pas cette question. D'accord. Ben, maintenant, il faut deviner. maintenant, il faut deviner quels sont les deux nombres premiers dont il est ici, c'est ça ? Il doit y avoir 11. C'est 5 et 89. Ah, 5 et 89. Ah, ok. Parce que 11, ça pouvait mettre... Non, 11 non, ça passait pas. Ça passait pas. On a appris un truc pour commencer. Hein. On a appris un truc, donc vous pouvez déjà vous arrêter. Après 2 minutes 40, c'est terrible, vous avez déjà appris un truc, et c'est pas la seule chose que vous allez apprendre, à mon avis, d'ici la fin de cet épisode. Nous avons, comme toujours, un gros sujet, ce qu'on appelle le dossier, un petit peu pompeusement. Les arnaques téléphoniques, c'est technologique. L'air de rien, vous, ça vous agace, nous aussi, ça agace beaucoup de monde. Il y a moyen de contre-attaquer. Et mes petits camarades vont vous expliquer dans quelle mesure il est possible de contre-attaquer, surtout que ces arnaques téléphoniques, c'est plus nécessairement juste quelqu'un qui vous appelle pour essayer de vous vendre des bouquins ou que sais-je. Non, ça peut aller plus loin que ça. C'est très technique en fait. Ce type d'arnaque et d'attaque téléphonique, on peut même parler d'attaque. C'est un petit peu en complément du dossier de la semaine dernière, un peu dans le même esprit, on va dire, hein, puisqu'on avait parlé de ça aussi. Je vous renvoie à l'épisode 444. Mais avant cela, évidemment, comme toujours, nous avons notre revue de presse. Ce sont mes petits camarades qui ont épinglé ça et là des news qui les ont un petit peu titillés. Je vois que déjà on m'a fait une petite blagounette, mais c'est pas grave. Ça part bien. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. En plus, je l'avais vu, c'est dingue. Un abécédaire qui commence par la lettre R. J'y crois pas un seul instant, évidemment. Ben oui. Ouais. D'autant plus que ça va pas être la seule fois qu'on pourrait utiliser la lettre R dans cet épisode. C'est le R comme robot et c'est le début d'une série, à mon avis. On va commencer avec Seb. Il n'avait pas vu mon œil, ouais. C'est un coup de Thierry, je le sais, c'est comme ça. Je suis même pas responsable. Un robot qui bouge les mains à 10 mètres par seconde. Donc c'est rapide, 10 mètres par seconde, ça va vite. Hein, ça peut faire des heureux. Ah, ça fait rêver. 10 mètres par seconde, ça fait rêver. Hein. Alors, il y a des vidéos de la démo. Alors, c'est un robot humanoïde, sauf que dans la vidéo de démo, on ne voit que le tronc et la partie supérieure. Hein, la colonne, en fait. Hein, ce robot, un genre de tête et deux bras.
Voilà, pas de bras, on ne sait pas s'il sait bouger ou s'il sait se déplacer, mais en tout cas, il a 2 bras, qu'il sait bouger assez rapidement. Alors, c'est pas des mains, c'est 2 pinces. Alors, pour le moment, c'est un peu la course-poursuite entre tous les pays pour essayer d'avoir un humanoïde fonctionnel. Alors, la Chine s'est donné 2025 pour pouvoir vendre son humanoïde. Tesla essaye aussi de faire le sien. Il y a pas mal il y a quasi pas une semaine sans un nouvel humanoïde. Et ce sera certainement le terme à la mode de l'année prochaine quand on commencera à pouvoir en vendre. Cette année-ci, c'est pas encore trop mainstream, ça commence un peu, pas encore trop. Cette année-ci, c'est l'intelligence artificielle qui fait vendre dans les boîtes. L'année prochaine, ce sera certainement, probablement, les robots. Et alors celui-ci a quelque chose de particulier, c'est sa rapidité, hein. Globalement c'est sa vélocité, c'est sa vélocité, sa capacité à bouger ses bras d'une manière assez rapide, et il apprend non pas par programmation mais par imitation. Donc on lui montre ce qu'on fait, il regarde et puis il fait la même chose. Il y a une vidéo de démo où il montre effectivement qu'il range des objets ou qui classe des verres, qui les déplace, etc. Et alors il y a la vitesse normale et puis il y a une vitesse réduite pour qu'on puisse le voir. Oui. Parce que la vitesse normale, on n'a pas le temps de voir ce qu'il a fait tellement c'est rapide. Alors, on en a beaucoup des news comme ça, celle-ci est quand même assez unique sur la vitesse, et je voulais juste mettre en avant que par rapport à ce qu'on s'imagine dans l'inconscient collectif science-fiction, on a des robots qui sont souvent assez lents et lourds. Oui. Les robots sur lesquels les labos travaillent ne sont pas des robots lents et lourds, ils sont capables d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que nous. À tel point que quand on voit la vitesse de ce qu'il est en train de faire, c'est assez flippant. On est loin quand même même s'il est un peu flippant, on est loin de Tobor le robot dans Planète Interdite, hein, si vous avez la référence. C'était quand même une espèce de grande casserole avec un bocal à poisson renversé sur la tête. Ici, c'est autre chose. Il plie le linge aussi, c'est bien pratique. Oui. Il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Ouais. Voilà, à la base, il est censé être utilisé dans un environnement industriel. Hein. Alors ici, effectivement, il fait faire des tâches ménagères, mais son job, en principe, c'est de l'industriel. Alors, je vais pas casser le truc, comme diraient certains, mais je trouve que pour connaître la fin de la vidéo, pour l'avoir déjà visionné, vidéo de présentation, où il fait plein d'actes ménagers, il nettoie les surfaces, il fait à manger, il jette des trucs à la poubelle, mais de loin. c'est pas mal. C'est que j'ai l'impression que qu'il est télécommandé en fait, qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière, qu'il est pas, les instructions sont bizarres. Et la vidéo de fin où il se met à danser des bras, à gesticuler des bras, c'est l'imitation. C'est l'imitation. Peut-être que c'est parce qu'il regarde une personne qui fait ces mouvements en face de lui, mais au-delà de ça, il n'y a pas voilà, il va pas dire tiens, ça c'est un geek, je vais le mettre dans telle boîte. C'est pas non, ça, c'est ça. Mais ils n'ont pas annoncé qu'ils avaient ça. Il fait des trucs par imitation. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas de sujet, c'est juste un imitateur. Ok. Non. Et ça peut être un magicien aussi parce qu'il va vite. Pour faire de l'industriel et des trucs à la chaîne, pour un truc à la chaîne, il a besoin de faire toujours la même chose. Donc il a besoin qu'on lui ait montré une fois et de refaire la même chose. Ici, le but, c'est apparemment le but de cette société, c'est pas de faire un compagnon, bien d'accord. Hein, c'est de faire un robot qui est capable de travailler. Typiquement, effectivement, pour les travaux à la chaîne, comme tu le dis, c'est peut-être un début de solution. Il y en a d'autres, comme tu le disais, effectivement. Oui, alors, il est capable de prendre 10 kilos dans chaque pince, sur chaque bras, ce qui est déjà pas mal pour commencer. Mais en fait, ce qui est chiant dans une industrie, en fait, c'est que quand tu fais une chaîne de montage, si tu veux l'automatiser, c'est possible, hein, y a t'as des bras qui existent déjà que tu peux programmer. Bien sûr. Sauf que le bras que tu as programmé dans ta chaîne de montage, en général, c'est assez spécialisé. Et une fois que tu as fait toute ta chaîne, t'es cuit. T'as fait ta chaîne, et puis si tu veux changer quelque chose, ça te coûte un pont. Tandis qu'ici, si t'as un robot qui est capable de refaire quelque chose qu'il vient de voir, et qui est du coup beaucoup plus facile à programmer.
plus facile à programmer, beaucoup plus souple, tu peux imaginer que des chaînes de montage soient beaucoup plus faciles et beaucoup moins chères à réaliser. En tout cas, si tu veux la changer, tu peux changer ta chaîne de montage. Donc, ça a probablement des évolutions intéressantes au niveau de l'industrie. C'est vrai que les premiers robots qu'on a vu arriver, c'était, je pense, dans l'industrie automobile. Hein. Enfin, en tout cas, c'est dans l'imaginaire des gens, c'est la prise de pièces et simplement déplacer une pièce du point A au point B, du petit chariot électrique à l'autre petit chariot électrique pour le mettre dans la chaîne, et puis l'autre bras qui vient souder, etc. La mise en place d'une chaîne comme ça prend des mois. C'est des millions. Ça coûte des millions. C'est vrai que, alors peut-être que celui-ci ne construira pas des voitures, quoique, qui sait, peut-être qu'il y a certains gestes qui sont interdits par les grosses machines qu'on connaît actuellement, que ce robot-là pourra faire pour installer certaines pièces dans une voiture. Mais il aura moins besoin de cet apprentissage. Enfin, l'apprentissage sera plus rapide, peut-être plus efficace aussi, on verra. Mais bon, comme tu le disais, c'est pas le seul, il y en a d'autres, et heureusement, comme ça, on a encore des trucs à dire dans les prochains épisodes. Je sais pas si Thierry voulait rajouter rapidement un truc là-dessus, ou sinon on passe à la suite. Oui, très rapidement, je trouve qu'il n'a pas d'allure. Oui, parce que le sujet suivant... Lui, il a de l'allure. Ah, la lettre A, enfin. A comme allure. Quand un robot a de l'allure, justement, oui, c'est un autre robot. On a des robots dans cet épisode, manifestement. Celui-là vient de l'EPFL, près de chez toi. Exactement, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, voilà, c'est ma petite séquence suicitude pour faire mon intéressant. Alors je vous dis pas que forcément le robot, un quadrupède en l'occurrence, est un robot suisse. À mon avis, c'est plutôt un travail qui a été fait sur ce type de robot plus que de l'inventer lui-même. Mais en gros, ils ont mis un petit peu d'intelligence artificielle dans ce quadrupède pour lui donner de l'allure. Alors quand je dis de l'allure, c'est pas forcément que le style, l'allure, c'est aussi la façon qu'il a de se déplacer. Je suis obligé de relire mes notes puisque vous allez apprendre un truc que j'ai appris. C'est une forme d'apprentissage automatique appelée apprentissage par renforcement profond. En gros, on a éduquer ce robot à se déplacer, à changer son allure justement selon les terrains qu'il va parcourir sur le modèle de l'animal. Donc cette étude a même été publiée dans la revue Nature Communication qui confirme que par exemple un animal, un quadrupède, eh bien quand il arrive en terrain plat, eh bien il se permet d'aller plus vite pouvoir garder son allure parce qu'il y a moins de risques. Et là, à l'inverse, il arrive dans un terrain sur l'image qu'on a, qui est malheureusement une image fixe parce que c'est un extrait radio que j'ai partagé avec vous. Voilà. Ça, c'était le petit message pour notre ami Marc. Oui, il y a juste la barre de défilement qui bouge, mais l'animal... Non, voilà, exactement. Il y a une vidéo un peu plus bas. Ouais. Donc lui, il va adapter son allure suivant les types de comment dire. Ouais. C'est sûr. Il va adapter son allure sur le type de territoire qu'il va parcourir, comme par exemple un parcours accidenté. Et il va donc faire comme l'animal. Il va privilégier la stabilité. Donc très souvent, on a pensé que l'animal, par exemple, prenait son temps pour se reposer. Non, c'est en fait pour ne pas tomber, c'est pour être sûr de parcourir ces obstacles sans risque. Et puis un autre terme que j'ai appris, puisqu'il est capable, comme je vous le disais, de passer du trot, par exemple sur un terrain plat, jusqu'au stutting. Et le stutting, il a même des synonymes. Voilà, j'ai appris des trucs. Ça s'appelle aussi le pronking ou le pronging, P-R-O-N-J-N-G, je vais y arriver, P-R-O-N-G-I-N-G, j'ai bu que de l'eau, ou le pronking, avec les trois mêmes lettres à la fin, c'est l'action pour les quadrupèdes de bondir dans les airs pour avoir carrément les quatre pattes, effectivement, hors du sol simultanément. Et donc vous avez peut-être cette image des gazelles qui font des sauts comme ça. Oui. Voilà. Donc on a même eu ce phénomène répliqué justement sur un robot à qui on lui demande de parcourir différents types
de terrain. Et donc, il est capable d'avoir une allure adaptée justement au terrain. Ça nous permettra peut-être d'utiliser ça pour aller plus vite, pour aller plus sûr. Bon, c'est le PFL. J'ai pas envie de faire des conclusions hâtives, mais je pense tout de suite à d'autres usages moins pacifiques. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas le but de cette étude. Voilà. Mais j'étais très fier de pouvoir dire que ici en Suisse, nos robots ont donc de l'allure grâce à l'IA. Voilà. C'est dingue à quelle vitesse, effectivement, Sébastien le disait déjà il y a un instant, mais à quelle vitesse ça évolue. On se rappelle la lourdeur des robots il y a très peu de temps de ça. On a tous été biberonnés à ces vidéos des robots allez, je reviens plus sur le nom maintenant. De robotics. Je ne reviens plus dessus. Boston Dynamics. Parce que qui sont les premiers robots qu'on a vu vraiment avec une certaine souplesse, même s'ils ont les genoux qui se plient dans le mauvais sens. Mais voilà. Et aujourd'hui, plus rien ne nous étonne. Une petite news comme ça en passant, c'est passé dans les news grand public, on va dire. Donc, on les a pas répertoriés ici, mais il paraît qu'il y a en vente libre actuellement aux États-Unis un quadrupède, un peu de ce modèle-là, lance-flamme. Voilà. C'est c'est très sympa. À mon avis, c'est pour désherber, hein, on va dire ça comme ça. C'est un désherbant actif. Mais tout ça pour dire qu'on commence à en trouver des robots sur le marché grand public, quoi. C'est de plus en plus. Bon. Alors, je ne sais pas à quel prix, hein, soyons clairs, mais voilà. Un truc à rajouter, Sébastien, par rapport à ça ? Alors, faut pas se leurrer. Hein, si les grandes puissances aujourd'hui mettent le paquet là-dessus, c'est qu'il y a un intérêt militaire. Hein, il y a un intérêt militaire très très important sur le fait de plus devoir envoyer des hommes sur. Oui, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de tout ce qui se passe actuellement et que j'avais déjà appris à l'armée puisque j'ai fait mon service militaire, moi. Donc, mais c'était peu importe les moyens, l'idée c'est de sauvegarder la vie des mecs. Donc, un char c'est pas fait nécessairement pour être beau ou aller vite etc. C'est pour surtout sauver la vie des mecs qui sont dedans. Et sa vocation c'est de sauter, c'est d'exploser et si les gens sortent indemnes, il a réussi son œuvre. C'est un peu la même chose ici. C'est un robot qui peut se suicider. Si on peut éviter d'envoyer un gars sur le terrain, inévitablement, la population sera contente que ton frère, voisin, ami ou quoi que ce soit, ça se fasse pas dézinguer. Donc, ils seront prêts à payer pour. Donc ça, c'est pas innocent que la Chine et les États-Unis investissent en masse là-dedans. Et Tesla, Elon Musk, qui est pas le dernier à avoir des intérêts militaires. Hein. Il joue un peu sur tous les tableaux là-dessus. Sinon, sur le sujet, je voulais passer un message à Bruno. Peut-être que Bruno nous écoute. Hein. Tu vois, un de nos vieux chroniqueurs. Un ancien chroniqueur. Un ancien chroniqueur. Un de nos anciens chroniqueurs. C'est que j'ai appris, grâce à Eric, maintenant en Suisse, il y a le café pronking. C'est certainement une nouvelle technique. Le café pronking. C'était pas ça. Avant, il y avait le café pipe. Maintenant, c'est le café pronking. Ok, d'accord, ça va. On passe à la suite. Cette vidéo, on va être pénalisé à un moment. Ne me fais plus des trucs comme ça. F comme formule IA. Seb. Fait peur. Oui. Quand il se lâche. On va encore parler de robots. On va parler de robots. Ouais. Voilà. Mais en fait, pas vraiment, mais ça m'a beaucoup fait rigoler. C'est parce qu'on peut s'attendre à ce que ce truc soit miraculeux, et en fait, pas du tout. Vous allez comprendre. On a fait une course de bagnole autonome, en se disant sur circuit. Donc déjà, ils n'ont pas de feu rouge, de panneau stop ou quoi que ce soit. Il y a juste des lignes. Il faut rester entre les lignes. Ils doivent rester entre les lignes, tourner très très vite. Et éviter les autres bagnoles, hein, mais il n'y a pas des bagnoles qui vont à contresens, ils sont tous censés se suivre. Alors, c'était le grand début de l'Autonomous Racing League, et le premier était il y a une dizaine de jours à Yas Marina, à Abu Dhabi. Et donc, et comment ça s'est passé ? Qui a gagné ? Qui a gagné ? Alors, le principe, déjà, c'était de réussir à faire un tour. Parce qu'apparemment, les intelligences artificielles ont beaucoup de mal à réussir à faire un simple tour du circuit.
Les vidéos sont super drôles parce qu'il y a quand même pas mal de bagnoles qui ont fait des trucs assez étranges. C'était plus stock car. Il y en a une qui s'est dit en plein milieu d'une ligne droite, allez c'est bon je tourne. Mais non, il n'y avait pas de virage. T'en as d'autres qui ont fait des têtes à queue en plein milieu sans trop de raison non plus. Il y a un petit peu de tout ou qui ont une vitesse très 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 limitée en se disant je vais tourner, mais on ne sait jamais que ça glisse, hein, tu vois, donc on le fait à du 2 à l'heure. Ouais, hop là, on a pété la voiture. Et puis il y en a quand même une qui a réussi à faire un crash, toute seule comme une grande, qui a déclenché un drapeau jaune. Alors tu vois que la voiture là, elle avançait très 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 lentement. Et donc il y a eu un drapeau jaune. Drapeau jaune, ça veut dire on ne peut plus doubler, on fait attention, on reste derrière la voiture de sécurité parce qu'il y a des gens qui doivent aller chercher les épaves. Voilà, même si c'est des bagnoles autonomes, il fallait quand même aller chercher l'épave. Donc là, on envoyait des hommes. Et donc, à partir du moment où on a sorti le drapeau jaune, qui signifie une interdiction de dépasser, il y a des voitures qui se sont même dit « Eh bien, je ne vais plus dépasser la bagnole qui s'est plantée. » Et donc, ils se sont arrêtés derrière, ils n'ont plus bougé. Donc, c'est là que tu vois, il y a des petites subtilités qu'ils n'ont pas vraiment encore totalement comprises. Ça, c'est un petit peu mieux déroulé. Ils ont dérouillé le truc et ils ont réussi à faire quelques tours. La bagnole qui était le plus vite était à 2 minutes et des poussières versus un humain 1 minute 35 pour faire le tour du circuit. Donc voilà, je suis sûr que si l'un de nous s'y met, on fera pas 2 minutes comme l'IA, encore moins 1 minute 35 parce que voilà. Oui, c'est ça. Moi j'ai c'est quand même une condition physique incroyable pour faire ce genre de truc. C'est assez hardcore ce que les pilotes prennent en G dans tous les sens. Oui, c'est ça. Parce que là, en plus, et c'est ce qu'on voit avec les drones volants, enfin les drones militaires, hein, c'est que comme il n'y a pas cette contrainte sur l'humain de prendre léger, etc., ils peuvent faire des figures qu'un humain ne saurait pas se supporter, en gros, ou alors en étant en excellente forme physique. Donc, ça ouvre des perspectives. Ici, ça va. C'était supportable. Ah oui, ici c'était supportable. Néanmoins, je pense pas que je monterai dans une de ces voitures parce qu'elles ont quand même pas encore très très au point sur la conduite. En plus de ça, pour revenir du point A au point A, je vois pas l'intérêt. C'est toujours que des tours, hein, donc. Que voulait dire Thierry là-dessus ? Alors, 2 petites précisions, parce qu'effectivement, je suis aguerri à l'exercice des circuits. Le drapeau jaune, on doit vitesse réduite, garder sa place, plus dépasser, et puis être prudent. C'est généralement là où on profite de réchauffer ses pneus ou garder la température des pneus. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu compliqué de faire comprendre ça à une intelligence artificielle. Alors, moi, je suis très content de pouvoir vous dire que j'ai assisté à un Indy Challenge Autonomous Car, puisqu'effectivement au CES il y a 2 ans, il y avait la première il y avait la première compétition. C'est des écoles, c'est des universités, c'est des boîtes privées qui se challenge comme ça, et j'ai appris comment ça fonctionnait. Alors c'est pas du tout comme le principe de la F1, puisqu'en fait les règles qu'ils ont instituées, c'est que le premier qui atteint une certaine vitesse, disons 50 km/h, eh bien hop, il peut aller plus vite et les autres peuvent le suivre plus vite et ainsi de suite. Par palier, les voitures tournent de plus en plus vite. Ça, c'est dans les règles de base qu'ils ont instaurées dans ce type de compétition pour pouvoir justement mettre à l'épreuve justement tout ça. Mais l'autre truc que je voulais dire, c'est que quand ça se plante, c'est très chiant puisque toute la course est bloquée. Généralement, en fait, ça monopolise l'attention de tout le monde et ça frise carrément la compétition. Donc, il faut être très patient parce que sitôt qu'il y a une plantée, ça peut aussi bloquer carrément toute la course pour toutes les voitures. Voilà. Ceci dit, des faits de course avec des humains au volant, ça arrive aussi, et des fois dans des conditions assez dramatiques. On a quelques jours célébré les 30 ans de la mort d'Ayrton Senna. Je voulais pas plomber l'ambiance, mais voilà comment ça pouvait aussi se terminer une course de Formule 1 à une certaine époque. C'est moins le cas aujourd'hui, heureusement, mais c'était quand même un sport. Ça reste un sport quand même dangereux. Hein, donc si on pouvait rester assis en tribune et regarder sa voiture tourner, c'est pas plus mal. Ouais, mais en même
même temps, c'est un sport, tu le regardes parce que c'est des humains qui tournent et qui sont à la limite de leur capacité. Si c'est pour regarder un match de foot avec des robots qui tapent la balle... Ou les Jeux Olympiques, regarder des robots courir le long de la piste, tu vois, c'est chouette ce robot-là. Oh, bah, il a perdu le vice. 10 mètres secondes. 10 mètres secondes. Ça va quand même pas vraiment intéresser les foules, tu vois. Non, mais ça c'est dit que t'auras peut-être des jeux robotiques, tu vois, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques et les Jeux robotiques. Ouais, c'est des écoles qui se mettent en compétition, c'est intéressant. Ça pourrait être intéressant. Il y a ça sur les véhicules électriques en Australie. D'ailleurs, les Belges ont gagné 2 fois d'affilée sur ce terrain-là pour faire la plus longue distance avec le moins d'énergie possible et des panneaux électriques, etc. Avec un véhicule qui est évidemment d'une forme. C'est pas avec ça que tu vas faire tes courses, on est bien d'accord. Mais c'est un exercice de style technologique qui ne manque pas d'intérêt. Voilà. Ouais, enfin, il y a des trucs que j'irai quand même pas voir. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, où t'es en train, il skie et puis il s'arrête et tire sur une cible à distance. Oui. Ah oui. Si tu files une arme à un robot, il commence à tirer dans tous les sens. Oui, s'il se trompe de cible. C'est ça. Du coup, ça peut être sympa de regarder ça à la télé, tu prends moins de risques. Enfin, là, on délire complètement, mais le lancer du poids ou du javelot, ça peut être aussi dangereux. Ça dépend un petit peu de la puissance du pied. À 10 mètres secondes. 10 mètres secondes, il a tapé dans la tribune. Voilà. Bon, bref, imaginez-vous chez vous aussi toutes les possibilités et n'hésitez pas à nous en faire part parce que finalement, on n'est pas obligé d'être les seuls à délirer sur le sujet. Vous pouvez y aller. C'est maintenant que vous délirez. On passe à la suite. On passe à la lettre M comme mise à jour. Thierry. Eh oui. On va parler du Rabbit R1 que tu avais déjà vu au CES aussi, me semble-t-il. C'était là que ça avait été présenté, ce petit engin. On en a beaucoup, beaucoup entendu parler, effectivement. Ouais. Est-ce que ça m'a... Et tu attends le tien, tu l'as commandé. Ok. Il faut rappeler ce que c'est le Rabbit R1 avant tout, Thierry. Oui, tout à fait. On va replacer la chose. C'est un petit boîtier qui est vendu pas très cher. Qui est tout orange, qui a un design assez ludique, assez sympa, qui est donc équipé d'une molette, d'un petit bouton sur le côté et d'une caméra qui peut se retourner face contre l'utilisateur ou l'objet que vous voulez photographier ou filmer, et d'un écran qui est aussi tactile malgré ce qu'on pourrait penser quand on voit cette molette bien physique qui permet de se balader dans des menus. Qu'on peut atteindre en secouant l'appareil pour pouvoir régler les réglages de base. C'est un Xème appareil qui vient sur le marché sur le fait qu'il est boosté à l'intelligence artificielle. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça le propos. Pour $200, 199 pour être plus précis, vous l'équipez d'une carte SIM, il peut aussi se connecter en Wi-Fi, et bien vous avez un assistant virtuel et boosté à l'intelligence artificielle qui fonctionne sur du LAM, du Large Application Model, et à l'inverse du LLM, c'est-à-dire en fait effectivement on va interfacer des actions avec des applications. Alors, faut pas s'exciter, pour le moment il y en a que 4. Il y a de la musique avec Spotify, il y a Uber pour se déplacer, et puis 2 autres choses que j'ai complètement zappées. Mais en gros, voilà, on peut pas faire grand-chose, si ce n'est qu'on peut quand même faire mumuse avec. Vous allez voir plein de vidéos de unboxing. Ils m'énervent un peu tous, puisqu'effectivement, moi je pensais être dans les premiers à le recevoir ici en Europe. Eh ben non, c'est pas encore pour tout de suite, voilà. Puisqu'effectivement, j'ai craqué à l'inverse des autres appareils qui ont fait parler d'eux actuellement. Donc, on vous vend l'idée que ce machin va remplacer un smartphone. Il est joli, il est ludique, il est pas cher du tout. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. Hein. Vous mettez une carte SIM pour qu'il se connecte effectivement au cloud. Dans toutes les vidéos, on voit que c'est super réactif. Ça, c'est un point très très fort. C'est vraiment très rapide. Donc, on parle au petit lapin, au petit rabbit qui répond avec une voix de synthèse. On peut par exemple filmer un objet, le photographier et puis lui demander ce que c'est. Ça marche relativement bien et assez vite. Seul problème, c'est que dans les premiers utilisateurs, les premiers YouTubers qui ont fait sa review, il y en a qui sont pas tendres du tout. J'ai vu une très belle review, aller faire un tour de Unboxing Therapy où le gars est vraiment enchanté par l'objet, le design, etc. Il fait une très très belle démo. Mais j'ai aussi suivi d'autres YouTubers et un point qui revient très souvent, c'est pour ça que je vous parle de ce thème,
c'est la batterie. Il faut carrément recharger ce truc plusieurs fois par jour, même si effectivement on pourrait croire que ça consomme pas grand-chose, qu'on peut éteindre l'écran, voilà, c'est un truc. C'est aussi parce que c'est nouveau et qu'on joue comme les premiers smartphones qu'on joue trop avec. Voilà, probablement. Mais voilà, l'éditeur, le constructeur du R1 nous vend l'idée qu'avec cette première mise à jour, qui est arrivée là il y a quelques jours, eh bien, on va améliorer de 5 fois la durée de vie de la batterie. Ce qui ressort aussi dans les reviews que j'ai vues, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, maintenant, on nous file des objets sur lesquels l'utilisateur va devenir le bêta-testeur qui va faire évoluer l'objet. C'est un phénomène qu'on connaît depuis très longtemps dans le monde du software. Il ne faut pas rêver. Un système d'exploitation, un logiciel de compta ou de bureautique, il va aussi évoluer grâce à l'usage en masse. Et là, voilà, grâce à tous ceux qui ont déjà leur premier R1, on parle de 1000 utilisateurs pour le moment, en fait, voilà, on l'a déjà fait évoluer par rapport à la gestion de la batterie. Moi, je désespère pas qu'on voie arriver pas des SDK, mais des outils pour interfacer, parce qu'on nous vend l'idée que le R1, il s'en fout des API, des choses comme ça. Il va interfacer quelque chose avec ce qui existe déjà. En gros, par exemple, prends-moi une photo de marque et publie-la moi sur mon compte Instagram. On aura qu'à dire cette phrase pour que lui aille sur le compte, s'identifie, upload la photo et la publie avec le texte que lui il aura pondu ou qu'on aura inspiré. C'est ce qu'on nous vend avec celui-là, avec ce R1, et je suis pas, comment dire, je suis pas à douter qu'on va y arriver. Ouais, non, d'accord. Je pense qu'on va y arriver parce que effectivement, c'est la grande force de l'idée. Quelques semaines ou même quelques mois après le CES, je me rappelle, il y a eu cette polémique aussi où il y avait des youtubeurs ou autres testeurs, podcasteurs et autres qui disent ce truc ça peut servir que d'une seule chose, qu'elle porte, et encore. Et d'autres qui l'encensaient en disant c'était fantastique. Et il y avait cette tendance aussi de se dire mais quels sont les influenceurs là-dedans qui ont été peut-être un peu défrayés pour en parler, et ceux qui n'en ont juste rien fait, enfin voilà. Donc c'était de là aussi que naissait la polémique, et moi ce que j'en avais retenu, c'est que ce truc, franchement, tout le monde se demandait à quoi ça pouvait servir, quoi. Donc, et je reste encore un peu, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, je reste encore un peu sur ma faim. Même si, bon, tu dis que ça évolue, qu'il y a des mises à jour, et que la batterie tient plus longtemps, je reste sur ma faim quant à savoir à quoi ça pourrait bien me servir à moi, Sébastien. Non ? Là, je vais rester muet comme une taupe. Bah oui. C'est un carpe même. Comme une carpe. Carpe, je suis fatigué, il fait chaud. Non, j'ai cru lire entre les lignes que certains avaient même réussi à sortir un APK et que ça tournait sur son téléphone. Déjà. Parce que finalement, c'est toujours qu'un soft. C'est applicatif. Parce que c'est un soft. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans le hardware là-dedans, à part une caméra qui se retourne? J'ai pas. Oui. Il y a un objet. C'est bien. Un objet avec du beau design et un positionnement aussi intéressant. Beau, ça, chacun jugera. Qui existait avant comme ça, c'était Google qui avait fait un petit appareil comme ça qui faisait la bonne photo au bon moment avec une IA. Ça n'a pas marché, c'était le Google Clip, je pense. Et t'as eu des trucs que tu pouvais porter aussi qui faisaient des photos. Moi, je trouvais le truc assez sympa si ça faisait des photos intelligentes au bon moment. Mais ça n'a pas marché, ces produits, ça s'est pas vendu. Alors sur le postulat, je vais pouvoir piloter une application sans API, enfin sans avoir de compétences techniques pour connecter mon appareil avec l'application en question. Moi, j'achète, mais j'ai du mal encore à percevoir, ça va venir peut-être, j'ai du mal à percevoir l'intérêt que je pourrais y avoir dans mon usage peut-être quotidien ou régulier. C'est juste ma remarque par rapport à ce produit. Alors c'est une vraie remarque pour tous les deux, mais aussi ce que dit Seb, je te rejoins à 2000%. On est dans l'idée de faire que l'objet soit dédié à ça, là où par exemple on peut le transposer en logiciel. Je vous avais parlé très rapidement de ce fameux device. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, je vous parle du Plod, qui est une sorte de petite carte de crédit qui vient derrière votre smartphone, parce que là, il est rangé dans son étui, pour pouvoir l'avoir sous la main tout le temps. Ça vous permet d'enclencher l'enregistrement de vos appels téléphoniques ou de vos conférences.
Mais clairement, oui, il existe déjà des applications sur le smartphone sans l'objet de le faire. Pour pouvoir faire pareil, et même des outils gratuits. Là où celui-là, il coûte un certain prix, et puis après, il y a un abonnement, puisque après, il y a le traitement de l'enregistrement qui se fait dans le cloud. Mais le pari de se dire, on va transposer ça dans un appareil, pour se balader avec un Jarvis qu'on a tous rêvé d'avoir, peut-être à la façon d'Iron Man, Iron Man, en fait, c'est peut-être enfin le début. Ils sont venus avec un prix très très intéressant, très agressif. Le design, oui, certes. Alors, il n'y a qu'un modèle orange, il est pratiquement la moitié d'un smartphone, il est très léger. Oui, tout ça c'est discutable, mais j'imagine un autre type de public que nous, puisque nous on aime installer, par exemple la Suisse a le record de nombre d'applications par utilisateur installées sur son smartphone. Voilà, c'est un record en Europe et peut-être même au-delà de nos frontières. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes super friands d'applications à tire-larigot sur nos. Mais vous ne les utilisez pas. Oui, c'est pour faire nous intéressants. Voilà, on dépense de l'argent sur les stores. Mais peut-être qu'une personne plus âgée se dit, tiens, voilà, ça me suffit, ça fait tout, presque tout, puisqu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas de fonction d'alarme sur leur habit. Bon, voilà, tout ça pour dire que peut-être ça va enclencher quelque chose sur l'évolution du device. Mais moi, je vais clore tout ça en disant, de toute façon, ce sont que des étapes. La prochaine étape, c'est l'intégration de tout ça dans le corps humain directement. Ouais. Oui. Mais ça, on raterait le charme désuet presque 70s du plastique orange. Il y a un petit côté comme ça, je trouve, quand même. Je connais un Belge qu'on n'a pas cité, je ne suis même pas sûr. Si, il a fait des épisodes, les technos, il y a très très longtemps, à qui ça va certainement plaire, parce que l'orange, c'est sa couleur fétiche, il n'achètera qu'en orange, c'est Brice. Brice Le Blévenec. Ah oui, c'était chez Technophile. C'était Technophile, très longtemps. Oui. Et lui, il n'achète que des trucs oranges. Ouais. Ah, ça, c'est l'orange. Si tu nous écoutes. Il y a des Belges comme ça, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Voilà, à mon avis, c'est un fan de la... C'est une figure de la tech belge il y a des années. Hein. Oui, c'est ça. Qui a pris sa pension. Non, il a un produit, mais c'est hors sujet. Il a un cadre avec des photos qui s'animent, etc. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Bref, tapez son nom, googlez son nom, vous le trouverez sans grande difficulté. Il est partout. C'est lui qui a fait Internet. Okay. Voilà. Passons à la suite, si vous voulez bien. La lettre T comme Tesla. Ça, c'est pas un robot. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est tout autre chose. Sébastien, je vais nous parler de Tesla qui signe un deal avec ce qui pourrait être un concurrent. Ou mais c'est un concurrent. Enfin, oui, ça pourrait être un concurrent. Et en fait, c'est Baidu. Alors, pourquoi est-ce que Tesla a signé un deal avec Baidu ? En fait, c'est une certaine manière pour de l'intelligence artificielle. Ce numéro est incroyable. Alors, le Tesla... Baidu, rappelons Baidu ce que c'est, Seb. Moteur de recherche, c'est une boîte chinoise parmi tant d'autres. C'est un peu le Google chinois, quoi, en gros. Oui, c'est ça, un peu. Avec, quand tu as une boîte de cette taille en Chine, c'est que forcément, tu as une bonne relation avec le gouvernement. Hein. Oui. Voilà. Et donc, Tesla lorgne sur le marché chinois, c'est un grand marché, il y a moyen de vendre pas mal de voitures, surtout les bagnoles électriques, c'est en poupe, ils en produisent beaucoup aussi, donc c'est un bon endroit pour les produire aussi, enfin tout s'alignerait logiquement pour tout constructeur, sauf que à chaque fois que les Chinois ont fait ça, ensuite ils ont dégagé les entreprises et ils ont pu faire eux-mêmes les voitures, ou autre truc, hein, c'est comme ça qu'ils font nos avions et compagnie. Oui. Je dis ça, je dis rien. On signe pour ça en plus. Et on paye. Ils nous volent rien, on paye pour qu'ils fassent ça. On paye pour construire les usines pour qu'après ils les construisent eux-mêmes. Donc Elon, si tu nous écoutes, c'est que tu vas te le faire profond ici avec les amis chinois. Et on y a déjà tous passé en Europe. Hein. Et donc ici, il voulait des voitures autonomes aussi en Chine, parce qu'il ne va pas vendre juste une voiture électrique, il veut des voitures qui soient autonomes. Et pour pouvoir faire des voitures autonomes, Tesla, lui, il utilise une intelligence artificielle qui reconnaît les trucs en disant « Oh, c'est un panneau. Oh, là, il y a une route. Là, je peux tourner, etc. » Donc, il y a une certaine forme de reconnaissance. Sauf que les Chinois ont dit « Non, en Chine, tu vas utiliser les cartes. »
parce que nous, on croit que la carte, c'est l'avenir. Ce que Elon, à l'époque, avait dit en 2019, nous, on ne fera pas cette erreur sur Tesla, on ne va pas utiliser des cartes. Eh bien, en Chine, il va utiliser une carte, et il n'y a que 20 sociétés qui ont le droit d'utiliser et d'avoir les cartes chinoises de tout le territoire, parce que voilà, c'est sensible, et dont Baidu a la licence de pouvoir l'utiliser, donc il va falloir avoir une techno de Baidu dans les bagnoles Tesla pour pouvoir avoir cette conduite, et surtout aucune information récoltée sur le territoire chinois ou expérience qui reviendrait du territoire chinois pour la conduite autonome ne pourra sortir du territoire chinois. Donc ici, d'une certaine manière, pour pouvoir vendre des Tesla en Chine, il a un peu vendu sa Tesla au diable. Non, je vais en vendre, mais ce sera une partie de savoir chinois, et on va aider la Chine à faire des bagnoles autonomes. Et Thierry, pendant que les Chinois rouleront dans une voiture américaine fabriquée chez eux, nous, on se prend leur voiture dans nos ports. J'ai entendu ta chronique chez Bruno Guglielminetti dans mon carnet. Donc, je me permets d'avoir un sujet supplémentaire en marge de celui-ci. Enfin, on va pas le faire en entier. Je vous invite à écouter mon carnet, la chronique de Thierry. Mais les ports européens sont aujourd'hui assaillis de voitures chinoises qui attendent sur des parkings. C'est complètement dingue. C'est dingue, ouais, je vais pas déflorer le sujet, mais en gros, voilà, ils font pas comme Tesla à avoir des transporteurs, eux, ils les stockent sur les ports, ça bloque les infrastructures portuaires de pas mal de sites ici en Europe, parce que entre ce qu'ils vendent, ce qu'ils immatriculent et ce qu'ils exportent, il y a un monde, voilà. Ouais. Allez écouter, c'est moncarnet.com de Bruno Guglielminetti. Et donc voilà, mais enfin voilà, tout ça pour dire que c'est le monde tourne à l'envers, quoi. En gros, on va dire ça. Passons à la lettre suivante. Ah, un W. Tu y avais longtemps. W comme oui mais non. J'explique ce que c'est parce qu'il y a longtemps. Oui mais non, c'est un sujet technologique, certes, mais improbable, mais technologique, mais improbable. C'est ce qu'on appelle le ouais mais non, qu'on aurait pu aussi appeler le what the fuck, mais ça passe pas. Voilà, on est définitivement grillé. Oui, là, quand tu restes au lit à cause d'Apple, Thierry, c'est toi qui nous l'as sorti ce oui mais non. Certains d'entre nous qui se réveillent avec son smartphone sont arrivés en retard au boulot, tout simplement. Ouais. Je suis pas peu fier d'être arrivé à sortir un ouais mais non parce que voilà, c'est un truc improbable, effectivement. Ça date d'il y a même pas un jour. Il y a, paraît-il, pas mal de gens qui ont loupé leur réveil parce que ils utilisent leur smartphone pour éclore les yeux, ouvrir les yeux, et donc du coup il y en a plein qui ont loupé leur job, leur bus, leur rendez-vous, puisque c'est sur iPhone. Eh oui, le petit téléphone, les modèles de chez la maison Cupertino qui a eu ce bug. Alors l'alarme, elle se déclenche. Vous l'aviez réglé pour 6h par exemple ou 6h30, elle se déclenche, mais elle fait pas de son. Voilà, ça a été un bug qui a été corrigé, mais il y a pas mal d'utilisateurs qui se sont plaints sur les réseaux sur le fait que un truc aussi con que l'alarme et l'horloge, on plaisantait avant pour le R1 qui a certaines fonctionnalités qui sont pas encore implémentées. Et ben là, c'est un truc qui existe depuis très longtemps sur l'iPhone. On peut s'en servir pour regarder l'heure, si vous n'avez pas une montre déjà au poignet, et vous pouvez aussi vous en servir comme réveil. Eh bien, sachez que voilà, il n'y a pas de certitude. Ça me fait doucement rigoler cette petite news parce que ça ramène au fait que voilà, peut-être les modèles analogiques ou d'autres moyens pour se réveiller seront peut-être plus sûrs que de compter sur son smartphone. Le bon vieux réveil, plein de choses. Exactement. Le bon vieux réveil il y a 20 ans, moi c'est ce que j'utilise et je le mets en doublon d'autres applications et autres Google Home, etc. Mais celui-là, il me fait jamais faux bon, il sonne toujours, le salopard. Moi je voudrais bien qu'un jour j'ai un prétexte pour pas me lever, mais là c'est juste pas possible. Ça marche toujours ce machin. Donc voilà. Sébastien, un commentaire ou pas? Alors c'est pas la première fois. En fin 2023,
iOS 17, certaines alarmes ne se déclenchaient plus. Donc là, même pas, c'est pas que ça sonnait pas, ça se déclenchait pas. Et il y a quelques années, il y avait déjà eu un problème où là, elle se déclenchait pas non plus. Donc c'est pas la première fois. C'est au moins la 2e ou 3e fois qu'Apple a un problème avec les alarmes. C'est très très vite corrigé, parce qu'effectivement, ça embête pas mal de monde, et donc dans les 24 heures, c'est réglé. Mais c'est effectivement, maintenant que tu le dis, Sébastien, je me rappelle aussi de plusieurs cas de ce type-là. Bon, bah voilà, c'est un truc qu'ils savent pas faire, c'est nous réveiller. Un joli téléphone, mais l'alarme... C'est vrai, donc, en même temps, c'est un téléphone. Hein. C'est ça, acheter un radio-réveil, ça coûte 20 balles. Ouais, c'est ça. Enfin, bientôt, il n'y aura plus de radio FM, donc tu vas être embêté avec ton radio. Juste un réveil. Juste le réveil, c'est déjà très bien. Donc, voilà. Réveil DAB, chez vous. Soyez fous. Oui. Pour ça, il faudrait qu'il y ait des programmes intéressants. C'est un autre problème. C'est un autre débat. On va pas commencer avec ça. Oula, attention. Dites-nous comment vous vous réveillez en commentaire. Café Pipe. Juste... Alors c'est sûr. Je tiens à le signaler pour essayer de relativiser un petit peu. Je tiens à le signaler. Fumer tue. Bref, arnaque téléphonique, contre-attaque, c'est le gros dossier, le gros sujet, on va dire, de la semaine. C'est important de le dire, c'est technologique et il y a des solutions qui sont tout autant technologiques, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pas juste pour renvoyer la pauvre Micheline qui essaye de vous vendre des encyclopédies. Non, c'est aussi parce que c'est technique, c'est technologique. Différents types d'arnaques. On commence avec Thierry pour nous parler des différents modes d'attaque téléphonique. On va dire ça comme ça. Oui. Alors, on parle de téléphone, mais un téléphone, c'est aussi un appareil avec lequel on peut communiquer, pas forcément qu'avec la voix. Donc, une des premières techniques d'arnaque, c'est les fameux SMS sur lesquels il faut cliquer sur un lien court. Méfiez-vous, parce qu'effectivement, à l'inverse d'un navigateur, vous savez, vous pouvez promener votre souris sans cliquer sur le lien, vous pouvez faire apparaître la vraie URL qui se cache derrière un bouton, un machin, etc. Là, c'est vrai que pour le téléphone, pour le coup, pour le SMS, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, quand on vous parle d'un problème sur votre banque et tout, puis qu'il faut connecter, aller sur un lien, c'est zou, poubelle, le SMS, vous le regardez même pas. J'en parle en connaissance de cause parce que c'est un sujet, moi, qui m'a tout de suite plu dans l'idée de le traiter ici dans ce dossier, parce qu'on rencontre de plus en plus de gens dans nos entourages respectifs qui sont sujets à tomber très facilement dans ces arnaques, et le SMS, voilà, c'est un des premiers outils. Après, il y a le WhatsApp où on part un peu de la même chose, c'est aussi un lien à cliquer, mais là, pour le coup, on se fait passer pour quelqu'un, un proche, quelqu'un de la famille, un parent, un enfant, etc. Oui, je me suis fait voler mon téléphone portable, j'ai perdu mon code WhatsApp, j'en passe et des meilleurs. C'est toujours marrant quand on reçoit ce genre de message, quand on n'a pas d'enfant et puis que c'est votre fille qui vous demande de la rappeler. Voilà, moi c'est drôle quand j'ai vu tomber ce genre de choses. Là aussi, c'est poubelle, ne cliquez surtout pas sur les liens. Je vous parle directement des réponses à donner à ça, mais on verra après des outils bien plus précis pour d'autres types d'arnaques. Donc ça fait effectivement pas mal de temps que ça court sur les réseaux. On utilise effectivement, c'est le grand retour au SMS, au message. Et puis, une autre arnaque, c'est l'appel téléphonique. Alors nous, on en a déjà subi pas mal en Suisse, et c'est l'article que je partage avec vous. C'est que maintenant, on va carrément vous appeler, mais on va pas se casser la tête, hein, parce qu'à l'autre bout, ça pourrait être un brouteur, ça pourrait être un scammer, ça pourrait être un truand de toutes sortes. Là, c'est une grosse campagne qui a été lancée par des robots. Voilà, on y revient, hein, c'est le thème un peu récurrent dans cet épisode, où en fait, il va prendre des numéros à la suite et il va tous les tester, parce que en fait, derrière, il y a une synthèse vocale qui vous invite à cliquer sur le 1 pour pouvoir... Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Pour pouvoir en savoir plus. Par exemple, le prétexte, c'est il y a un problème sur votre compte bancaire, vous voulez... vous mettre en relation avec un de nos responsables commerciaux, tapez sur le 1. En fait, la technique, elle est très bête, elle est très simple. Bon, on parle de quand même plusieurs milliers de téléphones qui peuvent être faits en quelques heures, puisqu'en fait, il va prendre les numéros, il va tester. Et puis, les gars derrière se sont dit, simplement, si la personne à l'autre bout
tape le numéro, et ben je sais que j'ai déjà un poisson qui a été ferré, puisque lui, il a déjà symbolisé son intérêt. Donc là, je vais pouvoir être physiquement à le travailler au corps. Et oui, c'est arrivé. Une personne un peu plus âgée, un peu plus, naïve, va se laisser emporter peut-être dans du scam, dans une épopée de brouteur, par exemple, ou toute autre arnaque, où on va carrément, la police en Suisse met vraiment l'accent à l'attention qu'il faut porter là-dessus pour vraiment s'en méfier. C'est que la personne, si par exemple vous appelle pour un problème bancaire, va vous demander d'installer un logiciel pour vous aider à régler le problème sur votre compte. Et là, c'est le début de la fin, puisque vous allez avoir quelqu'un au-dessus de votre épaule qui va carrément voir ce que vous faites sur votre compte, pouvoir y accéder et faire ce que vous voulez. Et puis, avec ça, il y a aussi, et là on va en parler aussi plus tard après pour les outils, il y a maintenant une vague de gens qui sont capables de vous appeler avec un numéro que vous connaissez. Alors là, ça devient plus difficile, parce que je peux me faire passer pour Marc ou pour Seb avec le vrai même numéro. Donc si par exemple j'ai le numéro de Seb dans mon répertoire, je vais voir que Seb est en train de me joindre, sauf que ça sera pas lui. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué à trouver le vrai du faux. Une usurpation de numéro. Une usurpation de numéro, voilà, exactement. On en reparlera aussi. Il y a peut-être des choses qui vont bouger côté de la loi, mais techniquement, voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus accessible. On va pas ici volontairement vous donner les noms des outils ou comment le faire, mais en gros, c'est sur Android qu'on va pouvoir plus facilement le faire pour pouvoir simuler l'utilisation d'un numéro qui n'est pas le vôtre, mais qui est connu de votre victime. Donc là, oui, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué c'est comme une usurpation d'adresse mail, par exemple. C'est forcément, on se dit, tiens, c'est quelqu'un que je connais, et finalement, non. Ok, ce sont les types d'arnaques, il y en a plein d'autres. Il y a plein de... Pas mal, ouais. Voilà, mais c'est toujours un peu dans le même ordre d'idée. Faut être clair. Seb. La petite dernière, peut-être, celle-ci, elle est très, très utilisée aussi en Suisse. Vous recevez un appel, et l'appel se raccroche tout de suite après une sonnerie, et très souvent, la personne se dit tiens, je suis tenté de le rappeler, et là vous tombez sur un numéro surtaxé parce que derrière effectivement il y a une machine mise en place pour pouvoir faire que vous tombez sur un numéro étranger surtaxé. Voilà, il faut pas rappeler. Vous ne connaissez pas ce numéro, vous rappelez. Non, c'est ça. Seb, dis-nous. Alors, avant d'avancer, j'ai d'autres petites précisions techniques, parce que j'ai la chance de les connaître, donc je vais pouvoir les partager avec vous. Là-dessus, tant qu'à faire, c'est un peu notre job. Alors effectivement, tu peux usurper très facilement un numéro de téléphone comme un email. Je peux envoyer un email de ta part. Ça se fait depuis la nuit des temps, avec voilà, les serveurs ne faisaient aucune validation là-dessus. Maintenant, il y en a un peu, mais ça reste quand même très, très limité. Donc il y a toujours moyen d'envoyer un mail. Si tu envoies un mail de Bill Gates, je t'enverrai un mail de Bill Gates, c'est super facile. D'ailleurs, si vous voulez le faire, il suffit de changer l'émetteur dans votre client mail. Ils accepteront n'importe quoi sans aucune validation. Voilà, je vous encourage pas, mais c'est facile. Alors, au niveau des téléphones, c'est exactement la même manière, en fait, à partir du moment où tu fais du SIP, donc du téléphone IP, quand l'opérateur va t'ouvrir une ligne, et tu vas pouvoir effectivement passer cet appel, mais tu dois toi identifier le numéro auquel tu vas appeler. Alors si comme un des mortels, tu vas prendre ça chez un truc classique, ton identité sera le numéro pour lequel tu payes, pour autant que tu en aies un. Parce que t'es pas obligé d'en avoir un, tu peux faire un appel anonyme, et alors t'as pas réellement de numéro, t'as juste une ligne qui sort, mais tu peux donner sinon l'identifiant que tu veux. Donc en fait, eux ont un open bar et ils sont connectés entre opérateurs. Et à chaque fois, ils disent, voilà, j'ai un appel, et ça, c'est le numéro qui s'identifie. Il n'y a pas réellement de sécurité derrière. C'est fou, parce que... C'est vraiment très open bar. La sécurité, on a fait confiance aux tiers qui... Il y a une complicité passive des opérateurs dans ce domaine. Il y en a une. Oui, il y en a une. Alors, pour connaître des gens qui ont bossé chez des opérateurs, pas les grands opérateurs nationaux, mais des plus petits, ils ont effectivement une forme de complicité, dans le sens où ils savent que les activités de certains comptes sont totalement illégales. Néanmoins, on a tendance à fermer les yeux parce qu'ils génèrent beaucoup de chiffres d'affaires. Ah oui.
Oui, parce que comme disait Thierry, pour tester toutes les lignes, tous les numéros de téléphone, etc., ça fait énormément d'appels en quelques secondes, quoi, en quelques. Et donc, ça génère du chiffre, et donc on a tendance à laisser passer. Donc là-dessus, clairement, il devrait y avoir moyen de légiférer et de réduire un peu la pression. Et ça, on est sur des appels vraiment frauduleux. Si vous avez les appels, et là plus, je vais revenir sur il y a quelques nouveautés en France. Sur des appels type démarchage, qui sont pas forcément du coup des appels frauduleux, mais qui utilisent une série des mêmes techniques. Ils vont aussi utiliser du SIP, donc de l'appel IP, et c'est toujours les mêmes outils, astérisque ou assimilé. Vous pouvez en monter un, c'est super facile. Je me demande si on n'a pas fait un hors-série sur astérisque. C'est possible. Sinon, on pourra en faire une fois. Et donc, quand vous recevez ce genre d'appel, vous savez les reconnaître très facilement. La première seconde où vous allez les décrocher, c'est que vous allez avoir un petit blanc et un petit clic que vous allez entendre. Et le petit clic, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que souvent, les mecs, ils ont des dizaines de lignes. Ils sont en train de faire des dizaines d'appels en simultané, sauf que généralement les gens ne décrochent pas. Mais ils ont qu'un certain nombre d'opérateurs limités. Et donc à partir du moment où quelqu'un décroche, là ils font sonner le poste d'un opérateur et ils reroutent votre appel vers l'opérateur. Et donc statistiquement, pour pas occuper inutilement l'opérateur, à attendre, donc pour qui est déjà optimiser. Mais voilà. et voilà, et donc lui il va recevoir le premier qui arrive dans la pile. Le premier qui décroche, bim, on lui met les trucs. Donc les mecs ils sont vraiment appel sur appel sur appel. Alors sur du démarchage, parce que là on peut plus facilement lutter sur du démarchage que sur des fraudes telles qu'on vient de les expliquer. Alors en Belgique, il y avait anciennement la liste Robinson, et maintenant ça s'appelle le Do Not Call Me liste. Donc allez voir sur internet, cherchez le Do Not Call Me si vous êtes belge, et vous pouvez vous inscrire. Il faut s'inscrire à chaque numéro que vous avez, donc il faut tous les référencer, parce que effectivement après la validation de la téléprospection se fait au niveau des numéros. Mais ça ne marche qu'avec certains démarcheurs qui signent les accords. Oui, c'est ça. Oui, alors en Belgique, c'est illégal de t'appeler pour du démarchage si tu es sur la liste. En Belgique, tu n'es pas obligé d'avoir un accord. En Belgique, the wet is the wet, la loi est la loi. Tu es dans le truc, tu peux plus être démarché. D'accord. En France, c'est assez similaire. Là, ça c'est une liste. Oh, mince, j'avais le nom. Et je l'ai oublié maintenant, mais ça va me revenir. Oui, on peut aussi aller s'inscrire sur le site, et vous allez plus recevoir ces appels. C'est la plateforme Blocktel. Voilà, donc tu t'inscris sur Blocktel. C'est blocktel.gouv.fr. Et là, effectivement, vous mettez votre numéro et vous ne serez plus démarché, sauf pas certains secteurs, parce que Blocktel ne gère pas les démarchages pour la rénovation énergétique, le CPF, le SMS et les courriels. Ouais, évidemment, il ne gère pas les courriels. Et donc, il y a quand même toujours quelques appels qui pourraient passer, mais vous allez quand même toujours être moins embêté par tous ceux qui suivent gentiment la réglementation. Si vous avez toujours trop d'appels, il y a des solutions techniques, et Thierry va revenir certainement là-dessus aussi, mais Orange vient de lancer une nouvelle application qui a pas mal de succès en France. Orange est un des grands opérateurs français, où effectivement ils utilisent une liste connue d'appels qui font du démarchage ou qui sont frauduleux. Parce que parfois, il y a des fraudeurs qui utilisent toujours le même numéro parce que voilà, ils s'en foutent, ils sont dans des pays où, de toute façon, on les emmerdera pas. Et donc, tous ces numéros sont référencés, et à partir du moment où ces numéros vous appellent, bim, ça sonne même pas de problème, vous n'êtes pas embêté. Ça se fait aussi sur le Samsung. Samsung a une application de téléphone spécifique où automatiquement il va bloquer tous les appels considérés comme promotionnels, spam et compagnie, mais ce n'est pas fait de base. Il faut aller dans les options du téléphone, de l'application de téléphone, pour les activer. À partir du moment où vous le faites, et alors je vous conseille aussi d'activer le fait de ne pas être appelé par un numéro inconnu. 9 fois sur 10, de toute façon, ce ne sera pas quelque chose d'intéressant. À partir du moment où vous avez fait ça, généralement,
pour passer des nuits assez douces. Il y a une autre astuce quand on n'a pas ça sur iPhone par exemple, c'est quand on a déjà reçu un appel, c'est de mettre le numéro en bloqué. Et à ce moment-là, tu ne sonnes même plus quand on t'appelle. Et ça, comme c'est souvent les mêmes numéros qui appellent, ou en tout cas les mêmes séries de numéros qui appellent, ça purge aussi pas mal le nombre de transactions de ce type-là. Généralement. Oui. Mais c'est le même principe. Si tu le fais tout seul, là c'est mutualisé, et il y y a plein de gens qui disent... Si tu notes le numéro d'ailleurs, si tu notes le numéro d'ailleurs et que tu le tapes dans Google, moi je fais ça régulièrement parce que j'avais vraiment un gros virus du doute. On se retrouve sur, je pense que c'est le site Les Pages Blanches, qui te donne une liste, enfin qui te dit voilà ce numéro-là, effectivement, on nous l'a déjà signalé autant de fois, et alors avec une ligne du temps, et tu vois que tu es justement dans une période où ce numéro est très utilisé, et avec des commentaires, tu peux laisser un commentaire en disant oui, moi j'ai été démarché par une société d'assurance, moi j'ai été démarché par ceci, par cela, et ça rassure aussi, de dire ah bah oui, je suis pas le seul quoi, c'est pas mal. Ça existe aussi sur les IP, mais ça c'est plus compliqué que truc. Espèce de whiz, sur les IP effectivement il y a tout un historique des attaques connues, etc., et des listings que vous pouvez dire bon, toutes celles-là je peux les bloquer, c'est quand même pas des gens sympas. Ensuite on passe à Thierry. C'est ça, hein. Bah oui, parce que les outils, il y en a aussi en Suisse. Oui, il y en a des outils. Des outils, Thierry, exactement. Les Suisses. Mais oui. La machine à raclette, on est neutre, le couteau suisse. Voilà, on est neutre, mais on a quand même des outils pour se défendre. Voilà. On fait des trous dans les montagnes. Alors, au lieu d'aller vous réfugier dans une montagne, il existe effectivement des applications. Alors, après la libéralisation du marché de la téléphonie, on n'a plus un seul directory sur lequel il y a tous les numéros qui sont répertoriés, mais on en a plusieurs. Mais historiquement, il y en a un qui est un petit peu sorti du lot parce qu'ils ont racheté des bases de Swisscom qui était l'opérateur national historique, qui était le seul au début. Et c'est local.ch pour les Helvètes qui nous écoutent. Local.ch, eh bien, a à la fois effectivement dicté une liste de numéros un peu douteux, mais également une application que vous allez pouvoir installer sur iPhone. Enfin, iPhone, comme tu le disais Marc, on peut se prémunir des appels de numéros qu'on connaît pas. Ça, c'est intégré à l'OS. On peut aussi bloquer un numéro qu'on a reçu de un démarcheur. Moi, la petite technique que j'utilise, c'est très souvent, écoutez, là, je suis en réunion, mais rappelez-moi dans 1 heure. Le mec, ok, très bien, pas de problème. Et là, ça suffit pour effectivement bloquer l'appel que vous venez de recevoir parce que ici, on en a pour tous les goûts. Alors normalement, aussi en Suisse, si on est listé comme ne souhaitant pas recevoir de pub, on est en droit de pouvoir se faire entendre et puis de se faire aider par la justice. Ce sont des opérations un peu compliquées, un peu longues à mettre en place, mais il y a toujours des outsiders qui s'en foutent et qui passent outre ce système. Et grâce aux avancées d'iOS, eh bien maintenant, il y a de plus en plus d'applications qui sont capables de communiquer avec l'application de téléphone. Alors, je sais pas, peut-être Seb pourra me le confirmer ou me l'infirmer. C'est encore un OS sur lequel il est difficile, par exemple, d'avoir un enregistreur des conversations téléphoniques autre qu'un boîtier externe ou un truc comme ça, parce que ça, c'est la chasse gardée de Apple. Mais par contre, ils ont été d'accord, par exemple, c'est le cas de local.ch, puisque lui, il recense ses numéros de téléphone, un peu comme de base sur le Samsung directement dans Android. Là, c'est une app qui vient se greffer. Eh bien, lui, il peut aller taper dans cette liste et vous dire, tiens, si vous recevez un téléphone d'un de ces démarcheurs, eh bien, moi, je peux bloquer l'appel pour vous et ainsi vous prémunir d'appels intempestifs. Donc, c'est gratuit. C'est à la fois un annuaire téléphonique, mais c'est aussi un bon coup de main pour pouvoir vous aider à mettre à jour ces numéros. Il faut savoir que il fut un temps, c'était très facile d'obtenir un numéro de téléphone portable pour recevoir un code de confirmation par SMS ou des trucs comme ça. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Même la Suisse n'est pas épargnée par rapport à ça. Il y a aussi des usines à vous vendre du numéro de téléphone, du SIP, des choses comme ça, ou alors de se faire passer pour ces numéros. L'exercice devient de plus en plus compliqué puisque ces boîtes s'organisent pour changer ces numéros, mais très souvent c'est des lignes fixes en SIP et c'est relativement facile de les identifier. Il en reste pas moins que voilà, il y a toujours des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet
même si vous avez une app comme local.ch. C'est un peu le pendant de celle présentée par Seb. Oui, c'est ça. C'est un peu partout la même chose, le même principe. Ça se décline en fonction des pays aussi et des besoins, j'imagine, et des législations, etc., etc. Seb. Oui, alors j'ai une petite info qui est liée, mais pas tout à fait. C'est parce que Thierry interpellait sur l'enregistrement. Alors sur Android, il n'y a pas de problème pour accéder à l'historique des appels ou faire quoi que ce soit. C'est ouvert depuis toujours. Par contre, l'enregistrement en tant que tel, l'enregistrement de l'appel vocal, là effectivement, c'est plus compliqué. Alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, c'est présent dans la plupart des téléphones. iPhone, j'en ai aucune idée si c'est présent sur certains marchés, mais sur Android, ça l'est, mais pas dans tous les pays. Et donc en fait, quand vous allez acheter un téléphone, si vous prenez un téléphone, je vais reprendre sur Samsung parce que celui-là je le connais plus particulièrement, mais c'est assez similaire. Vous allez l'acheter en Thaïlande, comme ça, parce qu'il y a un de nos gars qui est en Thaïlande, hein, n'est-ce pas ? Oui, vous allez avoir une application, dans l'application téléphone, vous allez avoir le bouton pour enregistrer l'appel en cours. Vous allez pouvoir faire un enregistrement. Alors, vous allez acheter le même téléphone avec la même OS en Belgique, vous n'allez pas avoir le bouton. Ça dépend des législations. Ça dépend des législations. Ouais. Et donc, si vous voulez avoir ce bouton, c'est possible. Recherchez un tout petit peu sur Google ou sur YouTube, il y a des gens qui vont l'expliquer. Vous allez simplement connecter votre téléphone, il n'y a pas besoin de le router. Vous allez connecter votre téléphone et on va lui changer le pays d'origine. Et on va dire, tu n'es plus un téléphone qui vient de Belgique, mais tu es un téléphone qui vient de Thaïlande. Et en un coup, il y a certains pays qui sont beaucoup plus ouverts au niveau législation. Attention, c'est illégal d'enregistrer une conversation si la personne n'est pas au courant. En un coup, vous allez débloquer une série de fonctions qui sont interdites par les législations locales. Sur iOS, je pense d'ailleurs qu'il y a une notification qui est envoyée au correspondant pour lui signifier que la conversation est en cours d'enregistrement, comme on l'a d'ailleurs dans certaines applications de conversation, de réunion à distance, comme Teams par exemple. Tu ne peux pas enregistrer une conversation sans que la personne en soit notifiée. Donc c'est ce qui est assez logique. Enfin, c'est conforme à nos législations en Belgique, en France. Je pense que c'est pareil, en Suisse aussi. Donc on est quand même un peu protégé aussi de ce genre de choses. C'est bon, poursuit. Alors, d'où ça vient ? D'où ça vient tout ça ? Bah oui. D'où ça vient tout ça ? Alors, Thierry le disait tout à l'heure, il y a des gens qui s'amusent à faire du hack où là, ils font des numéros au hasard et pas de bol, c'est pour votre pomme, où ils font l'un à la suite de l'autre. Ça, on sait rien faire. Ils vont chercher ça nulle part. L'autre, qui est de la prospection, où est-ce qu'ils vont le chercher ? En fait, ils vont le chercher chez des data brokers. Est-ce que vous savez ce que c'est un data broker ? Non, quelqu'un qui collecte les informations. Non, je ne sais pas. Non. Voilà. Je ne sais pas, alors. Voilà. Jamie, dis-nous, qu'est-ce que c'est un data broker ? Alors, un data broker, il y a un certain nombre de sociétés qui existent. Ils ne sont pas beaucoup en général dans chaque pays parce que le marché n'est pas non plus colossal. Et c'est des sociétés qui vont collecter les données ailleurs. Ou ailleurs, en fait, quand vous allez remplir un formulaire en ligne pour un concours, que vous allez vous enregistrer sur certains e-commerce ou certains trucs, vous allez avoir un petit bouton, une petite checkbox qui dit « Ah ouais, vous pouvez les inscrire avec les partenaires ». Sauf que les partenaires en question, c'est jamais la marque en tant que telle qui va le gérer. C'est le data broker derrière. C'est un tiers. Et donc, c'est un tiers. Il y a quelques sociétés, ça se compte sur les doigts des deux mains en France et les doigts d'une main en Belgique. Il n'y a même pas besoin d'autant de doigts. Et donc, eux vont récupérer toutes ces informations, toutes ces données, ils vont les amasser, en faire une grosse base de données. Et puis, il y a des marques qui vont arriver, qui vont dire « J'ai envie de donner de X personnes qui ont telle tranche d'âge, qui habitent telle région, je veux les contacter par téléphone, je veux leur adresse mail, leur adresse postale et tout le bazar. » Ils vendent ces données et ensuite vous êtes effectivement targeté. Et le GDPR là-dedans ? Alors, la GDPR, à partir du moment où vous avez coché la case et que vous avez donné du coup un consentement, vous avez donné le consentement, vous êtes enregistré dans ces bases. Alors, comment vous voulez en sortir ? Du coup, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que la bonne nouvelle là-dedans, évidemment, ces sociétés font de l'argent, ça c'est normal, mais en même temps,
tout n'est pas illégitime. Les gens, certaines personnes, on va dire non, nos auditeurs n'aiment certainement pas recevoir de la publicité, mais il y a une partie de la population qui aime bien recevoir de la publicité aussi. Il y a à boire et à manger, tout n'est pas acheté directement. La transparence n'est pas toujours hyper évidente là-dedans. Néanmoins, si vous recevez un courrier, en général, vous avez une petite mention qui vous dit quelle est la source de la donnée. En tout cas, maintenant, c'est obligatoire en Belgique, je pense en Europe au sens large. Et donc, si vous avez la source et que vous voulez plus recevoir de courrier, si on prend du courrier postal, bah c'est simple, vous contactez cette société gentiment, vous leur dites rayez-moi de vos fichiers et ils vont vous supprimer simplement du truc. Quand vous recevez un appel, vous pouvez exercer aussi votre droit de consultation et demander quelle est la source. Et à partir du moment où vous allez pouvoir remonter sur une source, comme il y a très peu de sociétés qui font de la vente de données en tant que telle, à partir du moment où vous faites supprimer vos données des 2-3 sociétés qui ont vos données, vous allez généralement être calme après quelques mois parce que plus personne n'aura vos données. Donc c'est pas impossible, il suffit parfois d'un petit peu de patience et de remonter le fil sur le truc. Si vous voulez aussi pouvoir discuter, c'est parfois intéressant de discuter aussi avec les gars qui essayent de vous arnaquer ou de vendre des trucs par téléphone pour savoir d'où ils viennent, quelles sont les sociétés, parce que généralement c'est pas des Européens, c'est des gars qui parlent français du bout du monde. Et donc, c'est parfois une discussion très intéressante si vous arrivez à toucher l'humain qui est derrière. Je l'ai déjà fait quelques fois. C'est très amusant quand vous avez une demi-heure à perdre, parce que c'est des humains aussi. Hein. Derrière, faut jamais oublier que ce sont des humains qui ont aussi un business, pour l'instant, qui ont des familles à nourrir, etc. Donc, c'est pas, ils essayent pas de vous faire chier, vous particulièrement. Donc c'est pas, et si on leur demande gentiment... Non, enfin il y a plus noble comme métier. Il y a plus drôle, mais en même temps, tu vois, parfois ils n'ont pas toujours tous le choix pour bouffer. Hein, donc ça reste des humains, et donc ça reste parfois intéressant d'aller... Ils ne sont pas tous ouverts médias moyens. Et je vous encourage à aller sur YouTube, à chercher... effectivement, il y a certains techs qui s'amusent à remonter le fil et aller, pirater le pirate qui essaye de pirater. Oui. Et donc, il y a plein de trucs super intéressants, il y a plein de channels, j'ai pas de nom comme ça sous le... mais renvoyez l'arroseur arrosé, quoi. L'arroseur arrosé. Et donc, mettez-en, si vous les avez dans les commentaires, taguez les chaînes, il y a quelques trucs très intéressants là-dedans. Et c'est très amusant à regarder. Exactement. Cette histoire de data broker, c'est intéressant parce que on n'en parle jamais. Quelque part. On n'en parle jamais parce que dans notre esprit, un numéro de téléphone, c'est dans le bottin, quoi. C'est voilà. Alors la presse généraliste va jamais jusqu'au data broker parce que en général, ils vont s'attaquer à une société en particulier, qui a pignon sur rue. Mais le data broker, il fait tout pour que sa société ne soit pas connue. Donc les noms des data brokers, il y en a quelques-uns assez connus dans le milieu, mais ces noms de sociétés, on peut interroger 100 personnes dans la rue, personne ne les connaît. Et au moins ils sont connus, au plus ils sont contents. On va terminer ce dossier qui part un peu dans tous les sens, hein, mais c'est parce qu'il n'y a pas qu'un type d'arnaque. Alors on a, en plus, volontairement, on a marqué arnaque téléphonique. Ce ne sont pas toujours des arnaques téléphoniques, c'est du démarchage téléphonique. Alors derrière, on considère, parce qu'on est agacé, que c'est souvent des arnaques, peut-être à juste titre, ou pas, quoi qu'il, parce que de temps en temps, il y en a quand même qui appellent, qui s'en prennent plein la figure, alors que c'est juste pour un sondage, monsieur. Il faut se méfier aussi de ça. Par contre, au niveau légal, Thierry, c'est pas pareil partout. Par exemple, par rapport à l'usurpation d'identité, il y a des différences. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont pas identiques d'un pays à un autre. Ça, c'était le petit fait amusant que je voulais partager avec vous. C'est que très dernièrement, que la Suisse est enfin attaquée au problème d'usurpation, puisque, comme on l'a vu, on peut se faire passer par quelqu'un en usurpant son propre numéro, en se faisant passer pour un proche, etc., pour piquer de l'argent ou faire d'autres choses. Et il y a pas très longtemps, en Suisse, c'était un délit qui n'était pas puni. On pouvait se retrouver à piquer l'identité de quelqu'un et à agir pour des prêts bancaires, pour piquer de l'argent à des proches, pour monter des arnaques en tout genre. Et enfin, effectivement, la loi a changé. Je sais pas du tout ce qui est pratiqué en Belgique, mais là, il existe enfin des
des actions légales qu'on peut enclencher. Je vous ai partagé des liens, c'est la FRC, la Fédération romande des consommateurs, qui vient aussi compléter ce dossier, puisque on va trouver sur leur site effectivement pas mal de ces arnaques téléphoniques. On vous donne aussi les marches à suivre. C'est vrai que voilà, on est des fois dans l'urgence ou dans la flemme de réagir sur ces arnaques, sur ces tentatives d'arnaque. Il y a des actions qu'on peut enclencher. Et puis, si effectivement vous êtes sujet à de l'usurpation d'identité, là maintenant, la loi suisse s'est étoffée pour vraiment mettre en route une réponse nette et tranchante pour vous aider, pour vous sortir de là. Juste un petit fait amusant que je voulais partager avec vous, parce que l'actualité fait qu'on parle de ce sujet, et c'est très dernièrement qu'il s'est passé un truc très drôle ici, mais pas si drôle que ça, tout compte fait, puisque je vous ai parlé de Swisscom, qui est l'opérateur national historique, qui avait ouvert un petit peu leur Gmail à nous. On peut bénéficier d'une adresse email ou plusieurs adresses email @bluewin.ch. Voilà, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'était gratuit, c'est encore gratuit à l'heure où je vous parle, sauf que ça fait des années que ce service est là. Deux faits amusants. Le deuxième, vous verrez, il l'est moins. Le premier truc, c'est si vous voulez vous amuser à mettre en œuvre par l'exemple la puissance des data brokers, c'est de vous ouvrir un compte sur Bluewin, et vous ouvrez votre compte, vous ne communiquez cette adresse email à personne, et vous attendez. Dans moins de 10 minutes, vous allez recevoir vos premiers spams. Donc vous n'avez pas utilisé votre compte email, vous avez communiqué cette adresse email à personne, vous avez pas du tout laissé votre email sur un site X ou Y. Vous allez voir qu'effectivement, très vite, vous êtes déjà dans un fichier, parce que en ouvrant un compte email chez eux, eh bien vous êtes déjà chez un data broker. C'est impressionnant à quelle vitesse ça va. La dernière fois où je m'étais amusé de faire ça, c'était il y a plusieurs années en arrière. Ça avait même pas mis 4 minutes. Et puis, dernier point, cette fameuse adresse email qui était gratuite, qui servait à plein de gens, il y a même des entreprises qui l'utilisent, un peu comme ces adresses email qu'on a par pays. Je sais qu'en France, il y a plein d'entrepreneurs, d'artisans qui utilisent @orange.fr, par exemple, pour leur adresse mail, pour leur business. Eh bien, c'est très mesquin, puisque l'opérateur national, Swisscom, a décidé peut-être que ces adresses email allaient passer à du payant. C'est comme si un jour Google vous disait Gmail, c'est plus gratuit, c'est payant. Et non seulement vous êtes dans des fichiers de data broker, mais en plus il faudrait payer pour ça. Voilà. C'est amusant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en Belgique aussi, je vais repasser la parole à Sébastien dans un instant, mais on a des adresses mail de notre opérateur, celui qui nous a donné la connexion à Internet. Ouais. Moi j'ai encore une adresse skynet.be. Par exemple, qui était le nom, la marque commerciale de l'Internet chez l'opérateur téléphonique qui est Belgacom, qui était Belgacom. Tout ça est revenu sous le même nom, sur le nom Proximus de manière générale, mais j'ai encore cette vieille adresse. À une époque, ils ont oublié qu'ils avaient ce nom de domaine, ils ont oublié de payer pour ce nom de domaine, ce qui fait que toutes les adresses skynet.be se sont vautrées pendant quelques jours, le temps qu'ils réactivent le truc. Ils avaient complètement oublié qu'ils avaient eu cette marque dans le passé. Tout ça pour dire que c'est pas nécessairement la meilleure solution de garder cette adresse et de l'utiliser pour des choses importantes. En tout cas, faut peut-être passer à un service payant, peut-être directement, c'est peut-être mieux. Mais on s'écarte un petit peu du sujet. Je repasse la parole à Sébastien qui voulait rajouter un truc. Oui, je vais quand même préciser un détail technique important sur ce que disait Thierry. Attention, si vous ouvrez une boîte mail et que vous allez recevoir du spam dans les 5 ou 10 minutes, c'est pas un data broker. Un data broker va récupérer des informations sur un enregistrement et d'un formulaire quelconque, et puis il va le mettre dans sa base et il va le revendre à un certain moment. Ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait généralement en quelques semaines ou quelques mois, parce que il consolide pas ça tous les jours. Donc ça viendra pas là-dessus. Par contre, pour les adresses email au niveau d'un serveur, type Hotmail, Gmail, Skynet, Bluewin ou que sais-je, la technique qui est utilisée, c'est simplement du ping. Alors, c'est quoi le ping dans un email ? Je suis un serveur, je veux envoyer un mail, je suis un serveur mail, je vais me connecter au serveur de Bluewin.
c'est simple, oui. Je dis bonjour, je suis un serveur mail. L'autre dit bonjour, moi aussi je suis un serveur mail, c'est gentil, on se serre la main. C'est un protocole texte, hein, donc tu peux tout lire, c'est assez sympathique. Et donc ils se serrent tous les deux la main, il y a deux lignes, et puis l'autre dit moi je voudrais envoyer un mail pour Marc. Et le serveur de l'autre côté répond pas de problème, ou je connais pas de Marc. Et donc ils vont pinguer les serveurs en utilisant les combinaisons de tous les noms et prénoms qu'ils connaissent, et ils vont pinguer tout le temps des Gmail, des Hotmail, etc. en disant tiens, est-ce que Marc il a une adresse sur Gmail? Et bim, il le ping, Hotmail lui répond oui, j'ai une adresse, je connais Marc, qu'est-ce que tu veux lui dire? Et là il balance le mail. Et donc si on prend des Hotmail, si tu utilises la même IP et que tu fais un certain nombre de pings trop rapidement, et donc sans envoyer le mail, automatiquement ils vont bannir ton IP. Peut-être que Blue Wind devrait faire la même chose pour bannir les gens qui pingent et qui essayent de découvrir les adresses, et c'est comme ça que eux découvrent. Mais là c'est du spam pur et dur. On n'est pas du data broker qui a une activité qui est pas appréciée par tout le monde, mais qui est fait de manière légale. C'est ça, oui. Bon, ça aide pas pour leur sujet, c'est que Swisscom avait été aussi piraté dans leur fichier, ce qui a pas arrangé la chose. La conclusion, c'est se méfier. Il faut être beaucoup plus vigilant, que ce soit sur Internet, douter. Oui, voilà, commencez par utiliser les outils que vous avez déjà dans vos smartphones pour bloquer les appels que vous connaissez pas, les numéros que vous connaissez pas, et puis installer ces apps. La plupart elles sont gratuites. Et puis l'autre truc à faire, si tout d'un coup vous avez un proche qui vous demande de l'argent ou un truc comme ça, appelez-le et puis vous serez tout de suite fixé. Mais pas par le numéro qui vous a donné ou le lien qui vous a transmis. Hein. Non, appelez-le. Les proches qui vous demandent de l'argent, c'est plus les proches de toute façon. Le salaud. Oui, c'est pour conclure. Hein. Conclure. Oui, non, c'était sur l'email si vous voulez éviter le ping, mais la plupart des gros serveurs évitent le ping. Ne prenez pas un nom, point, un prénom. Prenez quelque chose de totalement loufoque avec des lettres, des trucs. Un peu comme un mot de passe, quoi. Un peu, c'est ça. Alors mon email c'est Faites le contraire. Alors 24 // slash. Non, tu peux pas. Les slash passent pas dans les. Et ton mot de passe c'est quoi? C'est Marc. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Bon, n'hésitez pas, comme toujours, à faire vos petits commentaires sur ce dossier, sur les news de manière générale, sur les bêtises qu'on a dit, sur les pas bêtises qu'on a dit. Si vous avez vous-même une expérience à apporter, on se fera un plaisir de vous lire, évidemment, tout ça en commentaire, soit sur lestechno.be, c'est rare, soit sur YouTube, puisque nous y sommes aussi en vidéo, vous le savez. Et manifestement, c'est plus facile pour vous. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ou sinon, via les réseaux sociaux sérieux. Je tiens à le préciser. Merci Thierry pour cet épisode une fois de plus. Merci également à Sébastien. Plaisir. On se retrouvera forcément la semaine prochaine avec un autre épisode. Ce sera le 446 qui est un nombre comme un autre. Je pense. Et c'est ça. Et avec d'autres chroniqueurs aussi. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Salut. Salut.